Le pardon. Le pardon est quelque chose de très noble, de très beau. Et pourtant, c'est une compréhension avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Cette vidéo m'a été demandée. Il m'a fallu quelques jours pour réfléchir à ce que j'allais exprimer, à ce que j'allais dire. Et j'ai pris la décision d'être le plus honnête possible et d'exprimer ma propre compréhension du pardon, ma propre sensibilité et ma relation à la vie. La question du pardon est, à mon avis, un sujet central, un sujet difficile, un sujet épineux, parce que socialement, eh bien, nous sommes obligés, nous avons une pression sociale pour pardonner, quel que soit l'acte qui a été commis. La première chose qui me dérange, on demande toujours à la victime de pardonner, et il y a une véritable pression sur elle qui est mise, mais la même pression n'est pas mise sur le bourreau pour qu'il s'excuse. Quelque part, c'est encore une fois à la victime de faire le premier pas et donc de subir. Ma compréhension du pardon diffère profondément de celle communément admise chez les thérapeutes. Pourquoi? Eh bien, cela vient de mon origine, de ma première formation, qui est celle d'un juriste, et en particulier d'une avocate. Lorsque j'étais avocat à l'école du barreau, donc avant de prêter serment, on prête serment lorsqu'on a déjà on a fait un certain nombre d'années d'études. Donc j'ai fait mon droit à Aix-en-Provence. Après, on passe un concours d'entrée à l'école du barreau, ce que j'ai fait, même si au vu de mes diplômes, j'ai eu beaucoup d'équivalence, donc je n'ai eu que le grand oral à passer. Et on va faire un an de formation à l'école du barreau. Et dans cette école, l'enseignant nous avait dit, attention, quand vous êtes avocat, vous n'êtes pas là pour justifier l'acte commis par le bourreau. Vous n'êtes pas là pour justifier le malheur. Mais vous êtes là, en tant qu'avocat, pour expliquer pourquoi cette personne en est rendue là, à ce moment-là de sa vie. Qu'est-ce qui a fait dans son histoire, dans son historicité, qu'elle en est là? Cette phrase m'a beaucoup fait réfléchir. De nombreux jeunes avocats auraient mérité véritablement de comprendre cette démarche intellectuelle qui change tout et qui change aussi notre relation au pardon. Le pardon a été sacralisé quelque part par un thérapeute qui au demeurant est passionnant, qui est Boris Cyrulnik, comme si le pardon était le passage obligé sur le chemin de la guérison. C'est son approche, je le respecte. Je ne partage pas forcément cette compréhension. Et je m'explique pourquoi. Boris Cyrulnik est juif et il parle de la Shoah. Pour ma part, j'étudie un autre psychanalyste, psychiatre, qui lui aussi a connu la Shoah, qui a été déporté et qui n'a jamais parlé dans son œuvre du pardon. Il s'agit de Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui a créé une technique de soins qui est la logothérapie, une technique à laquelle je suis en train moi-même de me former. Viktor Frankl parle du sens de sa vie. Lorsqu'il était déporté, lorsqu'il était dans le mal absolu, hein, parce que les camps de concentration, c'est le mal absolu, on est très loin là des annales akashiques, du sacré. Mais la vie humaine, c'est aussi ça, malheureusement. Eh bien, il a pris la décision qu'il allait survivre, qu'il allait témoigner au monde de ce qu'il avait vécu et qu'il allait en faire une thérapie pour les personnes qui souffrent de trauma. Eh bien, Frankl ne parle jamais du pardon. Ce qui s'est passé dans la Shoah est impardonnable. Lorsque j'étais enfant, il y avait des survivants de ces camps qui ont été recherchés par des brigades juives ou parfois qui ont été assassinés. C'est le seul moment où le pardon est plein et entier et qu'il est nécessaire, c'est lorsque le bourreau est mort. Lorsque le bourreau est mort, lorsque, là je parle des traumatismes lourds, on parlera en fin de vidéo des traumatismes un peu plus légers, mais je préfère commencer dans l'extrême et puis après affiner la compréhension. Eh bien, lorsque le bourreau, quoi que nous ait fait le bourreau, en effet, nous sommes invités à pardonner. Lorsque l'âme est passée, elle n'a plus la même compréhension, elle n'a plus le même signifiant, et nous sommes invités à pardonner. J'accepte très volontiers lorsque des personnes viennent me voir et disent, voilà, j'ai encore des vieilles rancœurs,
contre mon père, contre ma mère, contre des personnes de ma famille, et je voudrais aller nettoyer ça dans les annales akashiques, je voudrais les pardonner dans les annales akashiques. Je pose la question de savoir si cette personne est décédée. On me dit oui. J'y amène la personne très volontiers. Le pardon, lorsque celui qui a commis l'acte dommageable est décédé, fait sens. L'âme, à ce moment-là, qui s'est libérée, a compris l'ampleur des dommages qu'elle a fait subir à l'autre. Il y a une compréhension. Et en effet, à ce moment-là, le pardon trouve son sens. Revenons maintenant au cas d'une personne qui est vivante et qui a commis à notre encontre un acte irréparable. Beaucoup de thérapeutes disent faut pardonner. Ça permet de passer à autre chose. Dans l'idée, c'est facile. J'écris une lettre et je me dédouane de quelque chose. Et puis derrière, quelques années après, on s'aperçoit que la personne qui a été victime d'un acte a sa vie qui bloque, va d'échec en échec, subit un syndrome d'imposteur, échoue dans ses relations affectives, n'arrive pas à mettre en place ses projets. Et autant d'actes dommageables qui font dire que, en fait, le pardon est resté bloqué au plan mental. Donc le pardon qui a été donné n'a pas été intégré. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Certaines personnes viennent me dire, on dit, vous savez, j'ai pardonné. D'accord. Mentalement, vous avez pardonné. Affectivement, on descend d'un plan. Ou ben là, effectivement, ça reste quand même difficile. D'accord. Donc, vous n'avez pas pardonné. Et là, on comprend en fait que le pardon qui est prôné, c'est quelque chose de mental. Or, le pardon, c'est un état qui permet justement de fermer un livre et d'en ouvrir un. Donc, ces personnes, en fait, ont refoulé. Elles ont refoulé dans le ça, elles ont refoulé dans leur inconscient la souffrance qu'elles ont eue. Et à un moment donné, eh bien, elles vont vivre le retour du refoulé qui leur explique que non, la souffrance est toujours là. Et que, en fait, elles sont persuadées l'avoir mis en forme, mais en fait, la mise en forme, au plan émotionnel, au plan spirituel, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Dans notre société, la question du pardon est profondément religieuse. Nous sommes une société qui a eu des racines judéo-chrétiennes. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il n'y en a qu'un seul qui peut totalement pardonner. Pardonner tout. C'est Dieu. Moi, qui suis-je? Je n'ai pas la prétention d'être Dieu. Je n'ai même pas la prétention d'être un sage. Je suis une personne incarnée qui essaie de comprendre quel est le sens de sa vie, quel est le mission, qu'est-ce qu'elle peut apporter de lumineux au monde, qu'est-ce qu'elle peut transmettre de toute cette sagesse qu'elle a appris des grands maîtres du passé. Et si pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, on retrouve la trace de la culpabilité. C'est la base même de la religion chrétienne. Alors même que nous sommes un pays laïque, nous avons gardé au fond de nous cette culpabilité. Alors, le pardon, on peut l'aborder sous différents angles. Et le premier, j'aimerais parler de ce petit garçon qui s'est retrouvé devant un tribunal avec l'assassin de sa mère, qui était un terroriste. Et tout le monde parlait de pardon. Et lui a dit simplement, cet homme est vivant et ma mère est morte. Moi, je vais vivre sans ma maman. Et à cela, il n'y a rien à dire. Peut-être juste à se dire comment ce petit garçon va pouvoir canaliser cette colère, va pouvoir mettre en forme tout cela. Est-ce que c'est uniquement le pardon? Lui ne peut pas. Ou est-ce que c'est autre chose? Comme trouver un sens à sa vie, trouver une œuvre à faire, un chemin à parcourir qui lui permette d'intégrer cette immense souffrance. C'est l'autre chemin qui est de donner un sens à sa vie, alors même que nous-mêmes, nous avons subi quelque chose d'irréparable. La question du pardon se pose quand, par exemple, des enfants ont subi des actes de violence, et notamment de violence sexuelle. C'est un des grands cas où, en constellation familiale, les personnes sont invitées à pardonner, et au bout de quelque temps, on s'aperçoit que, en fait, le pardon est resté mental. Il n'a pas été véritablement intégré. Je suis persuadée que le pardon est possible, à une condition toutefois, qui n'est pas mise en lumière, qui est la sanction, qui est la justice. Il est trop facile de demander à la victime de pardonner sans demander des comptes au bourreau. Il n'est pas admissible. Je fais partie des personnes qui pensent que dans le cas des violences sur enfants, il ne devrait pas y avoir de prescription.
La société devrait, quelle que soit l'antériorité et le nombre d'années qui passent, demander des comptes à celui qui a abusé de l'innocence d'un enfant. C'est un acte impardonnable qui a des conséquences dommageables, terribles sur la personne qui l'a subi. Pourtant, très peu de personnes, une fois devenues adultes, demandent réparation. La justice des hommes est trop souvent mise sur le côté, souvent sous la pression de la famille. J'ai moi-même été confrontée, non pas en tant que victime, mais au niveau des pressions familiales, à ce genre de choses. À l'époque, j'étais très jeune. Je n'avais pas la compétence que j'ai maintenant. Et un jour, alors que j'étais devenue adulte, eh bien, j'ai dénoncé. La prescription est quelque chose de terrible parce que, en fait, le temps joue pour le bourreau. Et il y en a même qui comptent les mois, les années, en se disant, voilà, à partir de là, je vais pouvoir souffrir. C'est une réalité. Une personne qui a été abusée, eh bien, déjà, avant d'atteindre une certaine maturité, il va lui falloir 10 à 15 ans. Il va lui falloir encore 10 ans pour arriver à accepter ce qui lui est arrivé, à pouvoir en parler, à pouvoir passer le cap. Ça ne vient pas de but en blanc. C'est un processus long, souvent thérapeutique, semé d'embûches, très difficile et très doux. Si la personne qui a commis l'acte se retrouve devant un tribunal, qu'il y a une procédure et que cette personne est condamnée devant la justice des hommes, à ce moment-là, la personne qui aura été victime peut en effet pardonner. Il y a une sanction. Il y a eu un acte dommageable, il y a eu un préjudice, un lien de causalité entre les deux, eh bien, il est normal d'avoir réparation. À ce moment-là, le pardon va devenir possible. Mais demander à une victime de pardonner alors même que le bourreau est complètement dédouané de ses actes, c'est complètement non seulement inhumain, mais contraire à une certaine forme d'éthique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réparation possible. Il n'y a pas de rédemption possible. Or, nous avons quand même une humanité qui demande justice. Dans cette exigence du pardon, au plan même de la victime, eh bien, il y a une forme d'injustice. Et donc, on rajoute de la cruauté, on rajoute du sombre sur le sombre. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, ne rajoutez pas du malheur sur du malheur déjà existant. La personne est condamnée. Elle paye son dû à la société, elle paye son dû à la victime. Quand je parle de victime, je parle de personnes victimes au sens juridique et non pas au sens psychologique. Je ne parle pas du triangle de Karman. Je parle de la victime telle qu'on l'a définie au plan du droit, c'est-à-dire une personne qui a subi un acte contraire à son intégrité, contre sa volonté, où on a extorqué un oui, où on a abusé de sa faiblesse, où on l'a utilisé et parfois même où on l'a violé. Lorsqu'une personne a obtenu réparation, un jugement, lorsqu'elle a été reconnue dans son statut en tant que victime juridique, elle peut en effet sortir de cet état de victime au plan psychologique. Nous ne sommes pas des victimes indéfiniment. Et il nous appartient à tous de nous réapproprier notre histoire, de lui donner du sens, mais aussi d'obtenir justice. Malheureusement, trop souvent, des personnes se retrouvent devant un tribunal et il y a un non-lieu. Ou alors une impossibilité de la justice à statuer. Depuis quelques années, il y a des livres qui paraissent. Des livres qui sont une forme de rédemption. C'est une autre manière de mettre l'autre au banc de la société, au pilori. La justice ne me rendra pas justice. Eh bien, je vais demander auprès de mes congénères à me reconnaître moi en tant que victime. L'écriture de ces livres est thérapeutique. On est au-delà de la compréhension du pardon. Alors, dans certains cas, on va continuer sur les enfants victimes de maltraitance et on s'éloigne un petit peu du sujet des annales akashiques, mais on va y revenir après. La personne qui a été victime de ce genre d'acte a ressenti deux choses. D'une part, du dégoût, de la violence, beaucoup de sentiments négatifs. Et parfois même, eh bien, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, son corps est aussi prévu. Hein, nous avons des sensations tactiles. Et il a ressenti des émotions positives. Et ça a engendré chez l'enfant ou chez le jeune adolescent victime de ces sévices des sensations positives, dont il va tirer une immense culpabilité. Et parfois même, il va se mettre dans une position d'aller lui-même chercher son bourreau, son agresseur. Parce que notre corps est prévu ainsi.
Et donc, quand il va réaliser adulte, eh bien, il va hésiter à saisir le tribunal ou la justice parce que lui-même, des fois, va se dire, oui, mais c'est moi qui suis allé chercher. Et là, par contre, ce qui est utile, ce qui fait sens, ce qui prend toute sa compréhension, c'est d'expliquer à la personne que d'une part, un enfant ou un adolescent n'a pas la maturité suffisante pour comprendre ce qui se passe, que le oui est extorqué, parce que le consentement est vicié, que son corps est programmé aussi pour ce genre de sensations, et qu'il doit donc se pardonner à lui-même. Ça, c'est très important. Le pardon à soi-même, ça, par contre, c'est quelque chose de fondamental. J'ai subi un acte, mais je dois ne pas mettre de la culpabilité, et c'est souvent le cas, dans ce que j'ai vécu. On en revient encore une fois à ces vieilles culpabilités judéo-chrétiennes. Si c'est mal, j'ai pas de plaisir. Et oui, mais si c'est mal, je peux aussi avoir du plaisir, et pourtant c'est mal. Et pourtant, on s'attaque à mon intégrité, aussi bien physique que psychologique que émotionnelle. Et ça, par contre, développer le pardon à soi-même, se dire, voilà, j'élimine la culpabilité, ça, c'est par contre un vrai travail thérapeutique à faire. Et j'ai reçu en rendez-vous une personne qui avait vécu ce genre d'abus, malheureusement, et qui, toute sa vie, avait protégé ses propres enfants des prédateurs et avait veillé toute sa vie, avait fait une thérapie pour ne pas lui-même devenir un prédateur. C'est une des personnes les plus simples et les plus remarquables que j'ai rencontrées dans ma vie. On a exploré ensemble le pardon à soi-même. On a exploré aussi la fin de la culpabilité. On a fait ensemble un véritable travail thérapeutique. Dans les actes impardonnables, et là je parle bien d'actes impardonnables, ceux qui ont où le pardon n'est guère envisageable, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Comment on va décortiquer les sentiments de l'autre? La culpabilité, la compréhension. Et il y a une autre voie à explorer, qui est découvrir le sens de sa vie qui va permettre de refermer un chapitre douloureux et d'en ouvrir. Ça ne passe pas forcément par le pardon. Il y a des personnes qui disent j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je n'arrive pas à pardonner. Ok, ne vous en voulez pas. Ne rajoutez pas du sombre sur la peine immense que vous avez. J'ai une jeune femme qui est venue me voir, qui avait une éducation assez douloureuse avec une mère relativement maltraitante. C'était au plan psychologique plus que physique, encore qu'il y ait eu des grosses violences physiques. Et à un moment donné, cette jeune femme m'a dit, je ne pardonnerai pas parce qu'il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle voulait vivre les choses. Et elle m'a dit, en fait, je suis partie, j'ai refermé le livre et je me suis autorisée à ne plus avoir de sentiments pour cette personne. Il n'y a pas de pardon, parce qu'il n'y a rien à pardonner. Par contre, je n'ai plus de sentiments pour cette personne parce que le pardon m'aurait incité à reprendre un lien. Et je ne voulais pas ça. Elle m'a expliqué qu'elle avait été voir un psychothérapeute qui avait sursacralisé le pardon en lui disant que la plus grande façon de pardonner, eh bien, c'était de renouer des liens avec cette personne, sa mère, et de faire, voilà, d'incarner le pardon par un lien. Et elle dit, je ne veux pas ça. Donc, elle a changé de psychothérapeute, parce qu'on a le droit aussi, quand on n'est pas en adéquation avec la vision d'un psychothérapeute, on a le droit de s'en séparer et de trouver un autre psychothérapeute qui est en adéquation avec ce que l'on cherche, avec ce que l'on veut. Elle est venue me voir et on a pris acte de son choix. C'est son libre arbitre et c'est tout à fait respectable. Elle m'a dit, voilà, je subis la pression de mes frères, de mes sœurs et en fait, je suis partie. Et donc, comme je suis loin, eh bien, c'est facile. Oui, mais ta mère vieillit, bah tant pis, je suis loin. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes enfants. Je suis au loin. Je ne peux pas rentrer. Et elle m'a dit, en fait, les sentiments se sont désagrégés. Et avec les sentiments qui se désagrègent, la rancune s'est désagrégée, elle s'est émiettée. Elle m'a dit, je suis absolument pas passée par le pardon, mais j'ai trouvé un sens. C'est-à-dire que ma vie est porteuse de sens. Et je suis heureuse maintenant dans ma vie, alors même que j'ai eu quand même, enfant, des très grosses douleurs. Il y a d'autres voies à explorer que le pardon. C'est un petit peu ce que nous montre Frankel. Par contre, c'est vrai que le pardon à soi-même, lorsqu'un enfant voit ses parents divorcer, beaucoup d'enfants se sentent coupables. Ils se sentent responsables. Un enfant se sent souvent coupable, y compris des actes qu'on lui a fait subir. Lorsqu'on a un enfant qui a été battu, il se dit c'est parce que je ne suis pas suffisamment bon, parce que je ne suis pas suffisamment aimable, parce que je le mérite. Il faudra tout un travail d'adulte pour comprendre que c'est
l'adulte qui a passé la marge, que lui n'y est pour rien. C'est la culpabilité. Est-ce que le pardon ne nourrit pas d'une certaine façon la culpabilité? Nous avons éliminé, bien sûr, la religion chrétienne. Nous sommes un peuple laïque et pourtant, dans notre inconscient, nous avons encore dans notre dans notre inconscient le plus profond, des résidus de cette religion qui était essentiellement basée sur la culpabilité. Et donc, pour éliminer la culpabilité, le pardon. Et parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous sommes devenus aussi une société laïque, parce que nous avons des aspirations qui sont différentes de nos ancêtres, parce que la compréhension est montée. Pareil pour l'éducation. Peut-être aussi parce que nous vivons plus vieux et que nous avons plusieurs livres dans notre vie. Pardon ou pas pardon, c'est quelque part un choix personnel. Si nous devons aller vers le pardon, nous devons le vivre en conscience. Ce ne doit pas être sous l'impulsion de la société, de notre entourage, ni même des lectures que nous avons faites. Ce doit être quelque chose qui nous porte, qui nous habite, qui nous anime et que l'on va réussir à incarner au plus profond de soi. Ce n'est pas le seul chemin pour clore le chapitre d'une vie qui aura été douce. On n'a pas beaucoup parlé des annales akashiques dans cette vidéo. On va le faire maintenant. Bien entendu, lorsqu'une personne vient me voir en me disant je souhaite présenter mon pardon à une personne, je l'accepte. Je n'ai pas à interagir dans sa décision. Je me place de manière neutre avec elle. Par contre, je vérifie deux choses. D'une part, que le pardon provient vraiment du cœur, qu'il est incarné et non pas qu'il est mental. Il y a un certain nombre de demandes de pardon pour des personnes décédées. C'est en général ce que je vis, une personne qui me demande à rentrer dans les annales akashiques pour rencontrer une personne de sa famille qui a eu vis-à-vis d'elle des comportements de violence. La personne est décédée. Les deux âmes vont s'expliquer. Nous sommes sur le plan de l'âme. Comme je l'ai dit en introduction, sur le plan de l'âme, il n'est pas souhaitable de garder des rancœurs. Il n'est pas souhaitable de garder de la colère. Il n'est pas souhaitable de garder de la haine. Au moment où nous quitterons la terre, au moment de notre dernier souffle, c'est un bagage que nous serons invités à poser et à déposer. Se présenter devant les guides et les seigneurs du karma nous demande de nous apurer, de nous nettoyer, de nous illuminer d'une certaine façon. Attention toutefois à ce que cette lumière que nous avons reçue soit aussi transférée, que nous ne soyons qu'un vecteur, qu'un canal, qui coule librement en nous. C'est dans cette compréhension-là que j'amène les personnes qui le désirent faire le pardon avec la personne qui est décédée. Nous sommes au point de vue des âmes. Le point de vue des âmes est un plan où il ne peut y avoir que de l'amour et que de l'amour absolu. C'est une chose qui est nécessaire, non seulement pour l'âme que l'on libère, mais pour nous-mêmes également. Si nous gardons de la rancœur, de la rancune avec une personne qui est décédée, à ce moment-là, nous tissons en effet avec elle un lien toxique. En fait, le décès d'une personne nous invite au pardon. Elle nous invite aussi à trancher un lien toxique, puisqu'elle force de toute manière à refermer le livre. Sur ce plan-là, le pardon fait sens. Nous sommes en effet, une fois la personne décédée, invités à s'ouvrir à autre chose, à dépasser nos souffrances, à les alchimiser, si nous n'avons pas pu le faire autrement de son vivre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est une approche différente de la compréhension qui est habituellement transmise, qui de mon point de vue est une compréhension trop simpliste, qui ne va pas assez loin dans les méandres de la psychologie humaine. Nous sommes avant toute chose des personnes complexes. Nous avons une historicité, nous avons une culture, nous avons des mémoires transgénérationnelles, transgéniques, nous avons un ADN qui raconte certaines choses et des injonctions sociales et sociétales, ainsi que familiales. La question du pardon, c'est avant tout une question de sens. Est-ce que cela fait sens pour moi ou pas? Et à un moment donné, nous sommes invités à dépasser les injonctions de ceux qui nous entourent pour faire nos propres choix individuels. Il y a quelque part dans cette question du pardon la question du libre arbitre. Et c'est à chaque fois ce libre arbitre auquel les annales akashiques nous renvoient. Sans arrêt, les guides et les maîtres du karma
nous parle de notre capacité à incarner notre libre arbitre et à prendre en main notre destin. Le pardon en fait partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière. N'hésitez pas à la liker si ça vous a parlé, à commenter. Si vous avez des choses à dire, j'y répondrai très volontiers. Et puis à vous abonner à la chaîne. À demain pour une nouvelle vidéo et merci pour votre fidélité.